Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir cher public. Merci beaucoup d'être là pour cette soirée qui s'annonce passionnante. Alors c'est le premier jour de Passion Bleue. Passion Bleue, ça fait plusieurs éditions maintenant qu'on veut absolument passer au moins une semaine ensemble à célébrer les océans, la mer et l'amour qu'on a pour ce qui est notre berceau, je dirais. Donc ce soir, on va parler biodiversité, on va parler de l'urgence aussi, on va recevoir François Sarano, Camille Etienne, Roland Jourdain. Ils vous seront présentés grâce à Séverine Krikorian. Et donc, merci de les accueillir. Je voudrais, avant que ça commence, faire un salut tout à fait spécial et chaleureux à Sabine Grenard et son équipe de SOS Méditerranée qui sont ce soir dans la salle et qui sont venus nous voir parce qu'il est très important de continuer à soutenir SOS Méditerranée et de ne pas s'habituer à cette tragédie humaine effroyable et insupportable. Donc merci de les soutenir. Merci Sabine. Comme le disait très justement hier François Sarano, tout est lié. Et ainsi que l'a dit Romain Gary dans Les Racines du ciel, enfin quand il présentait Les Racines du ciel, si vous touchez aux grands mammifères marins ou terrestres, vous touchez aux droits de l'homme. Et donc c'est pour ça que nous sommes très heureux, très fiers avec toute l'équipe de la scène nationale, Tiffaine en tête. Eh bien, génial. Merci beaucoup. Donc, Camille Etienne, François Sarano, Séverine Krikorian et Roland Jourdain sont sur scène pour nous ce soir. Merci de les accueillir. Et Fabienne, bien sûr, qui va nous traduire. Je demande tout de suite. Bonsoir à tous. Alors, on aimerait bien avoir un tout petit peu de lumière dans la salle parce que c'est vrai que nous, on ne voit rien du tout. Et ça nous embête de pas, d'avoir l'impression de parler tout seul. Super. Merci beaucoup. Bienvenue donc à ce rendez-vous Passion Bleue je vous rappelle que Passion Bleue va durer jusqu'à la fin mars. Il y aura plein de rendez-vous. Je vous les donnerai à la fin de cette table ronde. Aujourd'hui, on va donc parler de biodiversité. La biodiversité, on en parle maintenant quasiment tous les jours. C'est une bonne nouvelle. Ça prouve que les consciences s'éveillent, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont là pour défendre la planète. C'est aussi une mauvaise nouvelle, car on en parle aussi beaucoup, parce qu'il faut signaler tout ce qui ne va pas. Il faut signaler que la planète va mal. Il faut signaler les pollutions. Il faut alerter sur les espaces qu'on détruit, à terre comme en mer. Aujourd'hui, plus que jamais, la biodiversité marine est une urgence absolue. Avec nous, donc, pour en parler, Charles vous a présenté les personnes qui m'entourent. On va commencer avec vous, Camille. Vous avez 25 ans, vous êtes de la génération Y, ça a son importance. Vous êtes activiste pour la justice sociale et climatique, très active notamment contre l'exploitation minière des fonds marins en France, mais aussi en Arctique et dans les eaux internationales. Vous avez participé à des négociations avec l'ONU, vous réalisez du lobbying auprès des décideurs politiques et économiques, et vous soutenez et menez des actions de désobéissance civile auprès d'associations comme les Soulèvements de la Terre. Camille, aujourd'hui, par rapport à cette biodiversité marine, on en est où? Quel est votre sentiment, vous qui voyez pas mal de choses? Bonjour. Alors, je pense que je suis la moins douée sur ce plateau pour vous faire l'état de lieu de la biodiversité marine. Parce que, en fait, à votre place, tout à l'heure, il y avait pas mal de jeunes étudiants, des collégiens. C'est aussi un peu incroyable de les voir. Et je leur racontais comment, intimement, moi, l'océan, c'est vraiment quelque chose que je connais pas du tout. C'est très récent, l'espèce d'amour que j'ai développé, et c'est vraiment le mot, c'est vraiment ça que je ressens. Ça part du ventre, quoi. C'est assez dingue. Pour ce monde que je croyais vide, principalement. Et je commence juste sur ça très rapidement, parce que je pense que c'est quand même fondamental de se dire que, alors, vous, a priori, vous vivez ici, donc vous avez peut-être une connaissance ou une connexion plus particulière avec ce milieu. Moi, je viens vraiment du fin fond de la Savoie.
Donc il n'y a pas beaucoup d'eau. En tout cas, il y a de l'eau sous forme très solide dans les glaciers. Et donc pendant très longtemps, j'ai juste vu l'océan comme quelque chose qui, parce que je le connaissais pas, me terrorisait, ou en tout cas, j'avais une forme d'indifférence. C'était un impensé. Par contre, j'étais pas très rassurée quand je devais aller nager très loin. Je préférais rester à terre et le contempler comme ça à l'horizon de temps en temps, quoi. Et quand je suis tombée dedans quelque part, c'est quand j'ai par nécessité dû prendre un grand bateau. J'ai fait cette traversée pour aller voir des glaciers, et c'est là où je me suis rendu compte que ce qui me semblait être vide, noir, silencieux, était un monde entier, presque encore plus grand, plus immense que celui que je connaissais sur Terre, et que ce monde-là, parce que c'était un impensé politique, c'était un impensé de nos luttes climatiques. Il y a quelques pionniers dont évidemment François fait partie, mais c'était moins connu, moi je connaissais moins ça. Et parce qu'on le connaissait moins, la destruction de ce milieu se faisait presque avec une plus grande impunité encore. Et je voyais à quel point on était en train de vider de sa vie ce milieu-là, avant même de le connaître. Et c'est ça peut-être qui était pour moi le plus terrifiant quand j'ai commencé à travailler sur les abysses, sur ces grands fonds marins, c'est de se dire qu'on ne connaît absolument pas ces espèces. Et qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles explorations scientifiques qui sont faites, on découvre, et encore d'ailleurs la semaine dernière, ils ont découvert des nouvelles espèces, plein de nouvelles espèces de ces abysses. Donc ce qui se passe, c'est que l'industrie va plus vite que la science, que les biologistes, que notre humanité qui découvre, qui rentre en connaissance avec ce milieu-là. Donc je dirais que la grande urgence, et c'est pour ça que des projets comme ceux-ci qui peuvent paraître locaux, qui peuvent se dire mais on va essayer de comprendre juste une famille de cachalots, un individu, même pas forcément un clan, juste un individu, ça peut paraître anecdotique, mais en fait je crois que si c'est pas tout, énormément se joue dans ces moments-là, dans ces endroits-là, parce qu'ils font naître des espaces dans lesquels on repense nos relations entre espèces. Et que moi qui voyais ça comme par exemple une population de cachalots, j'aurais pu dire des phrases ou m'intéresser à des rapports qui disaient tant de population de cachalots est en danger, ou cette espèce-là a telle problématique à cause du dérèglement climatique ou du chalut, ou etc. Maintenant, quand j'y pense, j'ai un rapport viscéral intime. Et donc, ça me donne envie de soulever des montagnes pour reboucler la boucle de la montagnarde. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on va revenir un instant sur les cachalots, parce que quand il y a eu cette expédition cachalot, finalement, vous avez rencontré différents types, différents âges de cachalots. Et c'est ce que vous m'expliquiez hier, la biodiversité. On s'imagine que quand il y a beaucoup d'espèces, c'est bien, mais non seulement il faut beaucoup d'espèces, mais il faut aussi beaucoup d'âges différents dans la même espèce pour qu'il y ait une vraie biodiversité importante. Oui, la biodiversité, ce n'est pas une collection d'espèces ou une collection d'individus juxtaposés les uns aux autres. Ce qui fait le vivant, ce qui définit les individus, ce qui définit les écosystèmes, ce sont les liens que chacun d'entre nous tisse avec tous les autres vivants. On parle de toile du vivant. Plus la toile du vivant a de fils, plus ces fils sont variés, plus elle est résistante. Les écosystèmes, c'est la même chose. Plus il y a d'espèces, plus il y a d'individus, et surtout, plus les espèces et les populations comptent de classes d'âge, plus les liens sont nombreux, variés, et plus l'écosystème est solide. C'est trop théorique. 12 août 1970. Je plonge au large d'ici. L'eau est bleutée parce que c'est midi. Le soleil perce la surface. Et avec mes amis, nous découvrons un site de plongée sur lequel personne n'était jamais venu et aucun filet, aucun chalut, aucune ligne n'avait touché le lieu. Nous découvrons une falaise rougeoyante de gorgones qui sont des animaux arborescents et qui ploient dans le courant. Accrochés à ces gorgones rouges, sous un nuage de petits poissons rosés qu'on appelle les ansias, il y avait des guirlandes de
d'œufs de requins. Certains requins pondent des œufs. Et ils les pondent sur ces gorgones. S'il n'y a pas ces gorgones, ils ne peuvent pas les accrocher. Et donc, sans les gorgones, pas les requins. Sans les gorgones, pas les anthias qui se cachent des requins dans les gorgones. En découvrant ce monde émerveillé, merveilleux, je commençais à comprendre les interdépendances entre chacune des espèces, chacun des individus. 20 ans plus tard, je replonge sur le même lieu. Un chalut était passé. Il n'y avait plus les gorgones. Ces animaux, encore une fois, arborescents, avaient été arrachés par le chalut, arrachés. Le reste du chalut, probablement le pêcheur avait perdu le chalut, était accroché sur le fond. Plus de roussettes, très peu d'anthias, encore moins les langoustes que je voyais et qui étaient cachées dans les anfractuosités, parce que les gorgones avaient disparu. C'était le pilier de cette diversité extraordinaire. Eh bien, les gorgones, vous n'en entendrez jamais parler, parce qu'elles ne sont pas nommées, parce qu'aujourd'hui, on n'en tient pas compte. Et on pense que la biodiversité se limite aux 150 espèces que nous exploitons, le merlu, les langoustes, le poutassou, ou les espèces emblématiques, les dauphins. Et on essaye de protéger ces espèces ou de les gérer, mais on oublie les autres. Et les espèces que nous voulons gérer, elles ne peuvent pas vivre sans toutes les autres, les sans noms, les millions d'espèces qui n'ont pas de nom. Elles vont disparaître alors qu'on veut les protéger si nous ne prêtons pas attention aux autres. 20 ans plus tard, il y a 2 ans, je plonge au cœur du parc national de Porquerolles dans une des réserves les plus flamboyantes, éblouissantes. Et je retrouve un lieu avec des gorgones, rouges, flamboyantes aussi. Il fallait écarter les gros poissons pour voir ceux qui étaient en arrière, tellement c'était riche. Ce que je veux dire par là, c'est que les écosystèmes, quand on commence à les exploiter, s'effondrent très rapidement. Et que quand on touche à une espèce, un individu, tout s'effondre. C'est comme quand on prend les mailles d'un gilet. On n'en tire qu'une seule. Mais tout le gilet s'effiloche. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Surpêche, changement climatique, tout ce dont on vous parle tous les jours. Mais nous avons des alliés formidables. Ce sont les créatures marines dans les réserves marines où on les laisse en paix parce qu'elles savent elles-mêmes s'adapter dynamiquement au changement du milieu et à nos agressions qui sont lointaines. Les réserves marines qu'on a ici, à côté à Porquerolles, qu'on a à Cerbère-Malioul, qui ont 60 ans, 50 ans aujourd'hui, qui encore une fois sont des lieux si exubérants que parfois il faut écarter les poissons pour voir à une dizaine de mètres, montrent la Méditerranée de demain si nous changions notre mode de prélèvement, si nous changions nos méthodes de pêche. Et ces réserves marines, dont les écosystèmes sont intacts, qui se développent en libre évolution, sont à la fois, encore une fois, éblouissants et vous en êtes bouleversés, mais encore sont nos phares, ça nous montre encore une fois demain, et cela permet de repeupler toutes les zones autour que nous avons dégradées ou surexploitées. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que oui, il y a urgence, biodiversité, urgence, effondrement, urgence. Mais la mer est résiliente. Et on a des phares, ces réserves marines, qui nous montrent ce que nous pourrions offrir à nos enfants si nous changions de méthode. Donc, ne soyons pas effondrés parce que parfois on va vous dire maintenant, changement climatique qui rebat les cartes. Non, c'est possible d'avoir une Méditerranée en 5-10 ans qui est plus riche que celle que j'ai connue au cours de mes premières plongées et qui m'ont bouleversé.
Alors justement, j'allais y venir. Vous êtes effectivement en tant que plongeur océanographe, vous avez fait pas mal d'expéditions sur la Calypso avec le commandant Cousteau. Aujourd'hui, enfin depuis quelques années, vous avez créé votre association Longitude 180 avec votre épouse Véronique, qui est également océanographe. Vous avez cette vision du coup à travers les années sur la vie marine et son évolution, mais également sur comment on travaille et comment on travaille peut-être plus en profondeur aujourd'hui avec de nouveaux outils qui permettent de mieux connaître les mers et les océans. Oui, nouveaux outils, meilleure connaissance. La connaissance est nécessaire pour nommer et on ne peut pas prendre en compte un animal, prendre en compte quelqu'un sans le connaître, sans le nommer. Donc oui, la science est nécessaire. Je pense que c'est insuffisant. J'ai vécu Rio, pour les plus anciens d'entre vous. En 1992, il y a eu une grande conférence pour le développement et l'environnement qui a réuni les 125 chefs d'État de l'époque, qui ont tous signé une feuille de route qui s'appelait l'Agenda 21 et qui devait nous amener dans un 21e siècle durable, équitable et riche en diversité biologique. Faillite. Donc, je veux dire par là que la science, le savoir est insuffisant. Il ne touche pas le cœur. Et si je vous dis, on connaît 250 000 espèces, on pêche 90 millions de poissons, vous en foutez, moi aussi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Les chiffres sont secs, sont nécessaires. La science est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est changer de récit et vous amener, vous, dans l'eau, où vous racontez des histoires de vivants, c'est-à-dire des histoires de cachalots individuels, des histoires de poissons individuels, pour que tout d'un coup, vous vous sentiez touché par ça. Ce qu'il faut changer, c'est notre rapport aux autres, et ce n'est pas un rapport de science, ce n'est pas un rapport de chiffres, ce n'est pas un rapport de statistiques, c'est un rapport de cœur. Nous ne changerons rien au monde tant que nous considérerons les autres vivants comme de la ressource, ou comme des encombrants, ou au moins une valeur d'ajustement qu'on peut protéger ou pas, uniquement si ça ne gêne pas nos besoins économiques. Tant qu'on ne considérera pas les autres, et qu'on leur donne les autres avec un grand A, tous les autres, toutes les autres créatures vivantes, on pourra parler de diversité des jours et des jours. Ça ne changera rien. Il faut que nous rendions compte que nous sommes à la fois sur le même tissu du vivant et que nous sommes, comme chaque créature marine, parcelle d'océan. Nous avons la même eau qui coule dans nos veines, nous sommes tous liés, et si nous détricotons le fil des autres vivants, mais nous détricotons le fil de notre vie. Et après ça, je finis là-dessus. Lequel d'entre vous, lequel ou laquelle veut offrir à ses enfants une mer vide? En quoi est-ce que c'est un progrès? Fonçons vers le progrès. Fonçons vers le progrès. On nous dit c'est le progrès. Non, une rivière qui est un égout, c'est pas un progrès. Un jour, on ne voit plus le ciel parce qu'il y a trop de fumée, c'est pas un progrès. Une mer dépeuplée, c'est pas un progrès. Alors, fonçons vers le progrès. Changeons notre rapport aux autres. Roland Jourdain, c'est un peu ce que vous essayez de faire. Vous êtes navigateur cofondateur d'Explore. Vous avez créé avec votre épouse, Sophie Jourdain-Verselletto, le fonds de dotation Explore en 2013 pour accompagner les explorateurs de demain. Vous êtes basé à Concarneau et vous avez travaillé sur de nouvelles matières. Vous avez expérimenté pas mal de choses. Vous avez travaillé sur le lin et vous en êtes arrivé à fabriquer un bateau en partie composé de matériaux biosourcés, 50% de lin. Est-ce que vraiment cette transformation dont on parlait est en cours également dans le monde de la voile? Oui, pour faire un rapide retour en arrière, moi sur mon parcours, donc je ne connais pas l'eau très profondément comme François, mais pour revenir à peu près à ces mêmes époques, moi j'ai commencé à naviguer sur une
sur une planète qui était immense, sur un océan qui m'apportait des découvertes sans cesse en permanence. Et j'ai vécu l'accélération du monde de la course au large, parce que j'y étais impliqué, mais en même temps que l'accélération de notre monde en général, en fait, parce que c'est les progrès communs, on peut revenir sur la notion de progrès, qui nous ont fait aller de plus en plus vite. Et cette planète-là, en fait, au fur et à mesure de l'accélération de mes bateaux, je l'ai vu se rétrécir. Parce que plus on va vite, moins ça dure longtemps. Et un tour du monde, mon premier tour du monde avec Eric Tabarly, on mettait 1 an à peu près à 18 bonhommes sur un bateau pour péniblement atteindre la moitié des vitesses qu'on fait aujourd'hui en solitaire au Vendée Globe, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et finalement, cette accélération, donc la diminution du temps de parcours qui m'embêtait, moi, parce que j'aime bien passer du temps sur l'eau, une transat, ça ne durait plus assez longtemps, il me fallait un tour du monde. Donc, ce qui m'arrangeait, c'est que, outre le fait que quand je n'avais pas bien écouté à l'école, je ne savais pas si elle était plate ou ronde, au moins la faire en solitaire tout seul, on se rend compte qu'effectivement, c'est rond. Si c'est rond et que ça diminue, et qu'on entend qu'à côté, l'équipage de cette planète augmente, et qu'on peut considérer la planète comme un bateau, quand les ressources diminuent, on s'engueule sur un bateau. Ça marche pas. Donc à l'échelle de la planète, ça a commencé à franchement être une petite musique qui résonnait. Et au cours de la décennie 2010, de me poser vraiment énormément de questions. Et je m'étais jamais posé la question de mon propre impact sur ma petite planète. Moi qui avais choisi ce métier qui me semblait être le plus vertueux du monde, poussé par le vent, très économe en énergie, en alimentation. Sur un bateau, on fait gaffe un bateau de course, on fait gaffe à tout, au poids. L'accélération en fait de tout ça, en plus sur un bateau qui va de plus en plus vite, on ne peut plus regarder vers l'avant. Et c'est assez intéressant comme symbole et comme métaphore d'ailleurs, c'est qu'on regarde vers l'arrière. On regarde vers le passé, finalement. Et le sillage qui s'allonge, il m'a ramené jusqu'à la Terre. Et à me dire, mais en fait, mon impact sur ma planète, mon petit jeu, là, il coûte combien, quoi. Donc on s'est amusé, entre guillemets, ça fait 13 ans maintenant, 14 ans maintenant, à faire le bilan carbone de notre activité. Et combien un projet de bateau de course au large pouvait impacter sur la planète. On a appris des choses, des chiffres très, très intéressants, sauf que moi, j'ai jamais été très chiffre. Et en plus, il fallait relativiser tout ça, et puis c'était assez nouveau. On aime bien être dans le faire chez nous, dans nos équipes, et on s'est réintéressé effectivement à la nature qui sait faire. Alors non seulement la nature dans le monde de la course au large, c'est quand même, mais je pense que c'est dans tous les métiers ou dans tous les sports, en tous les cas comme ça. On est très bio-inspiré. Parce qu'on est très jaloux du vol de l'albatros, on est très jaloux de l'accélération du dauphin ou du virage de la baleine. On voudrait avoir les mêmes gouvernails, les mêmes foils, les mêmes voiles. Donc on est en fait très bon en aérodynamique, en hydrodynamique, en structure. C'est vrai que le monde de la course au large, aujourd'hui, il peut envoyer des fusées sur Mars. Enfin, on est équipé en ingénierie incroyablement. Ce qu'on n'a pas, et c'est ce qui m'est apparu dans mes propres troubles, en fait, c'est qu'on n'a aucune notion d'ingénierie environnementale et combien nos talents coûtent à côté. Et on allait dans le mur. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à regarder aussi la nature, à dire, mais tiens, c'est drôle parce que dans la nature, il y a des choses qui tiennent très bien debout depuis des milliers d'années. Les arbres, les herbes, ça plie, ça se remet droit, ça fonctionne. Et il se trouve que dans nos contrées, en France, des milliers de bateaux ont navigué avec des voiles en lin et des cordages en chanvre. Et c'est comme ça que pour nous est partie l'aventure dans les biomatériaux. Donc remplacer tout ce qui est issu de la pétrochimie ou qui consomme beaucoup d'énergie pour le réaliser, par de la matière végétale, effectivement. Donc c'est une aventure qui dure depuis une douzaine d'années maintenant, et dont We Explore, effectivement, le catamaran sur lequel on est parti ensemble l'année dernière dans notre mission cachalot. We Explore, c'est 1,5 hectare de champs de lin, en fait. Donc c'est une démarche vers les matériaux, mais cette démarche vers les matériaux et donc vers la technique, puisqu'on parle là des matériaux composites, dans lequel, encore une fois, on est
très compétents sous nos contrées. Donc on prend un composite, c'est comme le béton par exemple. Vous prenez juste du ciment, du sable ou des gravillons, tout seul, c'est pas très costaud. Si on les mélange tous les trois et que ça sèche, on récupère quelque chose de très costaud. Donc là, on est sur des résines avec ces tissus-là. Donc on pousse très loin la démarche. Aujourd'hui, on arrive à produire des choses qui sont bien plus propres, non pas pour construire des coques de bateaux encore, il y a du lin, mais on arrive à faire des produits biosourcés, compostables, recyclables. Mais on en est très content techniquement. Mais c'est bien une conclusion qu'on a jour à jour, et c'est comme ça qu'est né notre fonds de dotation Explore, c'est que la technique et la technosolution apportent une aide, mais ne sont pas du tout la solution pour la transition. Parce que si on ne parle que de ces matériaux-là, ça coûtera toujours de l'énergie de les faire, ça coûtera toujours. Donc il faut penser différemment et absolument, directement, repenser nos usages, nos comportements et nos façons de faire les choses. Donc c'est le chemin qu'on a employé, et la preuve de concept de la technique, je pense qu'on pourra le prendre par tous les bouts. Et là, je parle des matériaux, mais je pense que c'est tous les domaines. Et c'est absolument ce regard sur nos comportements. Et donc, effectivement, très directement, nos regards à l'autre, aux autres, aux vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux, on en fait partie. Et de quel droit on les a tombés à notre grand désavantage, parce qu'effectivement, les grumeaux arrivent à vitesse grand V. Donc c'est le chemin qu'on a pris. Et juste un mot donc sur Explore, effectivement, puisque le bateau qui nous a porté pour les cachalots s'appelle We Explore. C'est un fonds de dotation que nous avons créé il y a 11 ans maintenant. Et exactement dans l'idée qui nous réunit là aussi, il y a des problèmes, il y a des urgences, il faut trouver des solutions. Dans la vie, c'est quand même plus facile, on dépense moins d'énergie à rire qu'à pleurer. Donc il faut mettre en avant la capacité à se réinventer, la capacité à réémerveiller et la capacité à faire. Et donc We Explore, on a dans le monde de la course au large, pour garder l'image, aujourd'hui des structures qui s'appellent des centres d'entraînement à la course au large, et dans lesquels on réunit des moyens en commun, on mutualise, on s'entraîne et on se départage dans les courses, c'est-à-dire qu'on se débrouille après, mais on a été plus forts ensemble au démarrage. Et Explore, c'est un peu un centre d'entraînement à l'exploration de futurs possibles, avec 2 axes prioritaires, avec les expéditions qu'on héberge et avec qui on collabore. Un vrai regard sur cette biodiversité qui nous accueille, qu'on ne connaît plus, qu'on a oublié de regarder, dans l'idée de la protéger et de la régénérer, qu'elle soit sous-marine, au travers des travaux que réalisent les expéditions Under the Pole, ou les travaux de Captain Darwin. C'est un voyage autour du monde sur les traces de Darwin. Biodiversité, sous-marine comme terrestre, parce que, comme le dit très bien François, tout est lié aussi. Les sardines mangent des châtaignes, pour paraphraser Pierre Molot, un éminent spécialiste du plancton. Le vert et le bleu sont toujours liés. Alors, c'est de la connaissance, effectivement, et comme le dit François, mais ça sert à rien de faire de la connaissance si on n'en fait pas quelque chose. Donc pour nous, chez Explore, en preuve de concept, il est important aussi de montrer qu'on peut changer nos comportements. Et donc on épaule d'autres géniaux inventeurs et de géniaux explorateurs comme le Lotec Lab, Corentin de Châtel-Perron et toute la myriade d'ingénieurs qu'il a amenés dans ses roues pour inventer ce monde du low-tech plus sobre, plus utile, plus accessible au plus grand nombre, et des expéditions plus directement liées au plastique comme Plastique Odyssée et Simon Bernard, qui reproduisent en fait ce schéma d'aller proposer aux autres, non pas imposer aux autres dans les pays dans lesquels il y a le plus de plastique, parce que c'est nous qui leur vendons le plastique. Donc cette ceinture intertropicale, ou en tout cas sous ces pays en voie de développement, d'amener des solutions de micro-usines, de micro-appareils, d'échanger avec eux, avec ces futurs entrepreneurs, pour créer des modèles économiques pour empêcher le plastique d'aller dans la mer, par exemple. Et c'est aussi un bateau école, un bateau pour sensibiliser, éduquer aussi. Ouais, je crois que ce qui nous réunit ici, c'est comment faire
pour enclencher la seconde, comment aller plus loin dans tout ça. Et effectivement, donc les missions de We Explore sont variées autour de nos explorateurs et autour de beaucoup de sujets de sensibilisation, d'inspiration. Et il est vrai qu'on a une demande énorme chez Explore depuis le post-Covid, enfin depuis 4 ans, cette grande distanciation, mais on peut en parler avec Camille longtemps, c'est entre vous et nous, entre les vieux, les jeunes, et particulièrement dans le monde de l'éducation, entre les professeurs et les étudiants, entre l'éco-anxiété, entre la non-compréhension, entre les valeurs qui se disloquent, alors qu'on est tous là avec notre énergie. Et en fait, le concept d'école flottante, c'est en fait d'embarquer à bord pendant une semaine, en tout cas un temps assez court, mais dans lequel on va travailler des sujets avec étudiants et professeurs et différents ingrédients, je dirais, du monde de la recherche et de l'éducation pour dire mais il faut qu'on casse les murs, il faut qu'on pète l'interdisciplinarité, il faut qu'on se bouge. On est dans un monde trop spécialisé où on vit des routes parallèles et où on ne se croise plus, quoi. François, c'est aussi un des rôles de votre association Longitude 181, puisque sa devise, c'est partager, alerter, agir. Et c'est vrai que vous dites toujours, pour protéger, il faut connaître. Exactement. Et je ferai la différence entre savoir et connaître. Savoir, ça parle à la tête. Ça nourrit notre intellect, ça nous donne souvent l'impression de dominer le monde. Je sais combien tu pèses, je sais comment est ton squelette, je sais comment sont tes ailes. Et je peux t'octroyer ma préservation. Je crois que parfois le savoir pur renforce le dualisme, homme et tous les autres, et nous distancie. Tandis que la connaissance, pas du tout la même chose. C'est tisser des liens, c'est partager avec l'autre un moment de vie. Sur les cachalots, quand nous allons plonger avec eux, nous ne savons pas grand-chose, mais nous partageons des moments. Et nous commençons petit à petit à entrer dans leur vie, parce qu'ils nous y accueillent et que nous le faisons avec respect. Et tout d'un coup, à la fois, nous comprenons que nous sommes liés à eux et nous comprenons mieux leurs besoins. Si je vous demandais, décrivez-moi votre meilleur ami que vous connaissez, vous n'allez pas me dire son poids, vous n'allez pas me dire sa taille, vous n'allez pas me dire ce qu'il a mangé, vous allez me dire ce que vous avez vécu avec lui. C'est là la différence entre connaissance et savoir. La connaissance nous immerge au cœur du vivant. Et tout d'un coup, on découvre encore une fois qu'on dépend d'eux, mais qu'eux dépendent de nous aussi. Les liens sont réciproques, se tissent. Nous sommes partenaires de vie. C'est, je crois, moi, ce qu'il faut faire. On essaye de le faire un petit peu à notre échelle avec l'association. Mais c'est ce que chacun d'entre vous, parents, c'est ce que chacun d'entre vous, prescripteurs, devons faire tous les jours en emmenant ce qu'on aime, ses enfants, les pieds nus dans l'herbe. Allez regarder les insectes. Faites-les tisser des liens avec le vivant. C'est ça la révolution. C'est de se réinsérer dans le monde, que ce soit avec un masque et un tuba, dans les sentiers sous-marins qui sont accessibles. Allez à Port-Cros, bon sang. Le sentier sous-marin, dans 1 mètre d'eau, vous allez voir des dorades comme ça. Vous allez être dans les Posidonies. Vous allez être émerveillés. Oh, il m'a effleuré. Oh là là, regarde, il m'aime. Bref, oui, c'est important. Oui, c'est important. Et sérieux, vous imaginez demain matin un petit oiseau qui vient se poser sur votre épaule. Mais les réseaux sociaux vont être saturés de tout ce que vous allez raconter, tellement vous allez être touché, bouleversé par ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la rencontre que vous faites avec cette vie sauvage, qui ne vous apprend rien sur cette vie sauvage, cette rencontre-là, offerte par le petit oiseau, ou par les poissons, ou par les dauphins ou les cachalots, elle est authentique. Avec la vie sauvage, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas leur raconter des bobards. Vous ne pouvez pas acheter cette rencontre. C'est ce que nous offre la mer. C'est ce que nous offre la vie dans les réserves marines. Et c'est ce qu'il faut réapprendre. À revivre des rencontres authentiques. Et simplement, le matin,
quand vous sortez, vous ouvrez la fenêtre. Bonjour. Oui. Non, je le fais. Nous le faisons avec Véro tous les matins. Bonjour. Il y a en face de la fenêtre un arbre de Judée sur lequel il y a des chardonnerets, il y a des verdiers. Nous les regardons, nous leur donnons existence. Tout d'un coup, ils sont là. Nous tissons des liens avec eux, ténus, mais ils nous enrichissent. Le monde naît autour de nous. Si on ne dit pas bonjour en pensant bonjour, il n'existe pas. Nous sommes pauvres. Nous sommes riches uniquement des relations que nous tissons. Et il faut que nous les pensions. Et à ce moment-là, le monde s'ouvre autour de nous. Tant qu'on n'a pas fait cette démarche, encore une fois, on peut nous accabler de chiffres sur l'effondrement de la diversité. Ça ne nous changera pas. Ça ne nous changera pas. Mais le jour où on se dit, ce verdier qui m'a enchanté, et avec ma petite fille Ayaté, on s'amuse à essayer d'imiter le merle. Elle pense que le merle lui répond quand elle fait... Mais elle a tissé des liens avec lui. Et si ce merle disparaissait, elle serait très très mal. Et moi encore plus, parce que je n'aurais rien fait pour qu'il ne disparaisse pas. Se réapproprier donc la nature, est-ce qu'il faut réapprendre à vivre différemment, prendre de nouvelles habitudes pour effectivement éloigner cette urgence autant sur les aires marines que sur la biodiversité en général? Moi, je parle de la partie politique, donc j'avoue que on a évidemment un rôle à jouer et qu'il y a des habitudes à changer et ça évidemment et ça se joue d'abord dans l'intime et dans ce rapport au monde, cette nouvelle manière d'être vivant, pour paraphraser Baptiste Morisot. Mais sur cette question aussi de l'océan, il y a l'enjeu d'aller empêcher la destruction en cours de continuer dans l'impunité. C'est vraiment un endroit, je parle de, pour le coup, le sujet que je connais le plus, c'est celui des abysses, où par définition, il n'y a pas de lumière. Donc il n'y a pas non plus de lumière qui est mise sur ce qui est en train de s'y jouer. Et pour vous parler des fonds marins rapidement, c'est assez fascinant parce que ça résume tout, je trouve, ça dit toute notre humanité. C'est-à-dire que des industriels ont découvert qu'il y avait des minerais dans ces fonds marins. C'est à la fois dans ce qu'on appelle les plaines abyssales, donc une forme de désert qu'on pourrait voir sous-marin, mais avec finalement plein de vie, c'est ça qu'ils ont oublié. Parfois dans les monts sous-marins, complètement des montagnes qui sont sous l'eau, ou des évents hydrothermaux, des formes de cheminées comme ça. Donc c'est assez incroyable et ils ont découvert des minerais. Ils se sont dit, mais c'est quand même très pratique parce nous, ça nous arrange d'avoir des minerais et puis si on en vend des minerais, ça se vend plutôt cher. Donc on pourrait potentiellement avoir beaucoup de profit. Et ce qui est fou, c'est que c'est eux qui décident si oui ou non on va aller condamner un endroit avant même de le connaître. Il y a plus d'hommes qui sont allés sur la surface de la Lune que dans le fond des océans. Et les décisions, la manière dont elles ont été prises, dont elles sont en train d'être prises, je me suis rendue dans les négociations de l'ONU avec la délégation de Greenpeace et plein d'autres négociateurs géniaux de la société civile et des scientifiques. Ceux qui étaient les scientifiques étaient du côté des observateurs. C'est-à-dire que nous n'avions pas le droit de prendre des décisions. Jusque-là, pourquoi pas? Ça semble cohérent. Mais donc ceux qui faisaient partie de la délégation, qui étaient donc ces États qui se mettaient autour de la table pour donner quelque part la feuille de route, le mode operandi à suivre aux industriels avant qu'ils ne puissent commencer à aller exploiter dans les fonds marins. Je ne sais pas si vous savez qui était présent dans ces délégations. Il y a des représentants, des diplomates. La plupart du temps, c'est parfois des gens qui n'ont pas du tout une grande connaissance des enjeux marins. C'est des diplomates qui changent de pays, qui connaissent la diplomatie, mais pas nécessairement du tout l'océan. Et puis, des présidents, des CIO, des directeurs, des compagnies minières elles-mêmes.
Et c'est pas une blague. La Norvège, par exemple, a dans sa délégation le CEO de la plus grande compagnie minière norvégienne. C'est la même chose pour la Belgique. C'est la même chose pour tout un tas d'autres pays. Et eux, par contre, ils ont un droit de vote. Eux, par contre, ils peuvent décider de la manière dont eux-mêmes vont aller détruire les fonds marins avant que la connaissance ne nous soit parvenue. La seule chose qu'on sait, c'est ce que nous disait François, c'est le niveau de richesse de cette vie et notre dépendance de ce milieu. C'est aussi ça qui est important, qui est enfoncer des portes ouvertes, mais qui, je crois, il faut qu'on se rappelle de à quel point notre vie, notre existence en dehors de l'eau dépend de ce qui se joue sous l'eau, par l'oxygène, par la séquestration du carbone. Et les premières études, vraiment les premières recherches qui ont été faites sur l'exploitation des fonds marins montraient que ça perturbait la fonction de séquestration du carbone. Donc potentiellement, on allait relâcher le carbone qui était séquestré dans les fonds marins. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que notre principal allié contre ce défi immense de l'histoire de l'humanité qu'est le dérèglement climatique, notre principal allié, l'océan, on était en train de le transformer en quelque chose qui allait devenir un ennemi, par notre faute, par notre seule faute. Donc par cet aveuglement, par cette méconnaissance, et pas seulement par ce non-savoir, on se condamne à petit feu et on laisse faire dans l'impunité des industries qui ne décident pratiquement uniquement par le prisme du profit. Donc voilà, j'essaie aussi de travailler à ce que cette impunité-là cesse. Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est que la plupart des espèces marines ne sont jamais nommées. Quand vous avez un chalut, vous avez un grand filet de pêche qui arrive sur le pont du bateau, il y a 3 sortes de créatures vivantes. Celles qu'on a recherchées, les langoustines précieuses. Waouh, on a 50 kilos de langoustines, formidable. Les ressources. Deuxième catégorie, les petits poissons, comme le petit merlu. Ah, qui est mort. Dommage, il aurait pu grandir, on aurait fait du profit avec lui. Et puis, il peut y avoir un dauphin. Waouh, c'est une espèce emblématique. Ou une tortue. Ah, c'est pas bien. En gros, on s'intéresse à 140 espèces. Le reste, l'étoile de mer, l'éponge, la gorgone, l'oursin, enfin les oursins, les ophures, les vers, ne valent pas plus que de la boue. Elles ne sont rien, ces espèces. Elles ne sont même pas nommées. Ce qui veut dire que nos grands décideurs ne peuvent pas leur accorder la moindre chance puisqu'ils n'ont pas le vocabulaire et ils n'ont rien sur leur table. Elles ne sont jamais sur les tables des ministres. Autre chose qui n'est jamais sur la table des ministres, c'est la beauté. C'est important la beauté pourtant, la beauté de la vie. On n'en parle pas. Regardez cette séquence. Je vous invite à 5 minutes de paix, si on peut baisser les lumières et envoyer juste l'ordinateur. Parce qu'il y a des choses qui sont inquantifiables. Voilà. Ça vous est offert par Jacques Perrin, Jacques Cluzot, c'est le film Océan. La grâce. Quel ministre a sur son bureau la grâce ? Quelle statistique va parler de ça ? On vous parle de baleines en tonnes. Regardez. Ceux qui disent que les baleines pèsent des tonnes n'ont jamais vu de baleine.
peut priver nos enfants, vos enfants, les générations futures de cette beauté. Et encore une fois, jamais elle ne sera nommée, quantifiée sur le bureau d'un ministre. C'est à nous de hurler ça. C'est à nous de le demander. C'est à nous de dire que nous voulons offrir ça à nos enfants. L'élégance, le calme, l'authenticité d'une rencontre avec un animal sauvage. Tout ça, jamais un banquier n'en parlera. Alors, on a vu qu'on connaissait de mieux en mieux certaines espèces. On a vu qu'on connaissait également, nos mauvais gestes. On voit que, il y a des grands groupes, il y a des grands industriels qui essayent de faire des choses contre lesquelles on peut pas grand-chose, nous, individus lambda. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petite échelle, pour dire, non, nous, on veut continuer à s'émerveiller ? Alors, on peut continuer à s'émerveiller, puis pour certaines populations même, on peut continuer à survivre. Faut rappeler que nous, là, pour reprendre l'exemple précis de l'exploitation des fonds marins, on avait fait venir, aussi, il me semble, était dans la délégation de Greenpeace, des personnes, des peuples autochtones qu'on appelle, qui vivent dans les îles du Pacifique, dans des petites îles du Pacifique, notamment Tuvalu et d'autres aussi. Il y a la République de Nauru, il y en a beaucoup. Et en fait, les personnes que je rencontrais me disaient, mais vous parlez du fait de la séquestration du carbone, vous parlez du désastre que ce serait pour la biodiversité marine. Et c'est vrai, et c'est-à-dire que rien qu'un seul de ces arguments suffit à ne pas commencer cette folie avant de connaître précisément les conséquences. Mais pour nous, on a des croyances liées à cet endroit. C'est-à-dire que ça fait partie de notre histoire, de nos histoires. Dans ces fonds marins-là, c'est là que sont nés nos dieux, et donc c'est intouchable. Donc en fait, si vous allez racler ces fonds marins, qui font partie des rares endroits qui ont été protégés de la main de l'homme et de son avidité, vous détruisez nos entrailles. Donc on a vécu des moments très forts où quand on se décentrait aussi, même juste culturellement, on voyait que c'est pas... c'est que voilà, ça se joue de plein de manières, et que cette question de l'échelle, est-ce que c'est une petite échelle ou est-ce que c'est pas une petite échelle ? Qu'est-ce que nous on peut faire ? En fait, il faut rappeler une chose très simple, c'est la Boétie qui le disait déjà à 16 ans, il y a longtemps, mais il était jeune quand même. Il disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Et quand on reprend cette métaphore de David contre Goliath, certes, ils sont extrêmement impressionnants, c'est grand. On a cet imaginaire comme ça de la politique ou de tel groupe industriel. Et c'est vrai que les lieux de pouvoir dans lesquels ils nous reçoivent, ces lieux de négociation, tout est fait pour créer une distance, pour créer le poids de l'institution, le silence des lieux, des dorures de l'Assemblée nationale. Tout ça écrase et fait très peur. Mais en réalité, ils ne tiennent toute leur légitimité uniquement de nous. Ils ont du pouvoir simplement parce qu'on y consent. C'est le principe, par exemple, de toute l'économie. Ce billet de 10 € imaginaire vaut 10 € parce que Roland et moi, on décide tous les deux qu'il vaut 10 €. Si moi, je te dis non, je décide que non. Et donc, comment tu vas faire pour m'acheter ma tomate qui, elle, reste une tomate, et on est à peu près tous d'accord pour le dire. Donc, c'est des conventions qui ont été inventées, et donc, il ne faut pas oublier ce pouvoir qu'on a du refus. C'est toute l'idée d'Antigone, c'est des noms qui sauvent. Et donc, quand on dit non, on refuse qu'on utilise des chaluts qui vont racler littéralement des fonds marins, comme on raclerait, par exemple, des parcs nationaux, celui dans lequel, juste à côté duquel j'ai grandi, racler le parc national de la Vanoise pour ramasser une pâquerette. Si on dit non, on s'y refuse, on refuse cette honteuse direction du monde. Alors, si on le fait de manière organisée, et authentique, si on ose ces brèches un peu de désobéissance, il peut se passer des choses très puissantes, et c'est certes naïf, mais ça a marché parce que on l'a vu nous sur l'exploitation des fonds marins. On a commencé comme ça à être quelques-uns à refuser. On a rejoint des scientifiques qui travaillaient depuis très 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 longtemps, depuis des années sur ce sujet, qui essayaient d'alerter, qui avaient toute la donnée, qui étaient capables de montrer pourquoi c'était une immense aberration.
Et puis petit à petit, on a fait des mobilisations, on a été dans la rue, on a envoyé des courriers à des ministres, à des députés, si bien qu'en quelques temps, on a radicalement changé la position diplomatique de la France, qu'Emmanuel Macron avait annoncé que la France était le premier pays au monde à soutenir l'interdiction totale de l'exploitation minière des fonds marins. Une victoire n'est jamais. Moi, je ne lâcherai jamais tant que je suis absolument certaine qu'aucun bateau ne part. Je me méfie beaucoup des paroles qui changent et de la volatilité parfois de ces promesses. Mais on a travaillé une fois que c'était fait, une fois que le coup d'éclat a été annoncé, on s'est assuré que ce soit le cas. Plein de gens ont été dans ces négociations, ont regardé si la France tenait sa position. Et ensuite, on a répliqué ça. Par exemple, en Belgique, on est en train de le faire. En Italie, on l'a fait aussi en Suisse. Et on a juste dit à des jeunes qui voulaient s'engager, à des moins jeunes aussi, bon bah voilà, il y a ça, les principaux arguments scientifiques, il y a ça qui sont des méthodes qui ont marché chez nous, voilà les arguments juridiques que vous pouvez donner, vous pouvez faire naître telle mobilisation, et puis ils s'en sont saisis. Et c'est quand ça nous échappe que des choses se passent. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de recette magique de l'activisme, il n'y a pas simplement une to-do list à faire pour sauver le monde, et c'est bien heureux, je crois. Mais c'est plutôt qu'en chacun de nous, on a des capacités qui ne se limitent pas à juste mieux acheter, être un meilleur consommateur ou voter différemment une fois tous les 5 ans. Évidemment qu'il faut le faire, mais c'est que à partir du moment où j'ai inversé la question, tout s'est ouvert et tout a changé et j'ai découvert un pouvoir immense. Vraiment, je suis sortie de cette impuissance. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire vous pouvez signer telle pétition. Bien sûr que ça m'arrange que vous le fassiez, parce que ça fait plus de gens et on se sent, on arrive dans les négociations avec plus de poids. Bien sûr que ça nous arrange que vous rejoigniez nos associations, Longitude, toutes les autres, ça nous arrange parce que, voilà, c'est des choses concrètes, on peut vous le dire. Mais quand on vous dit ça, quand on inverse la question en vous disant, les fonds marins, très bien. Par exemple, le chalut, là, le prochain sujet, c'est aussi le chalutage en eau profonde. Quand on vous dit, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire ? Vous le savez bien mieux que nous, en réalité, parce que vous connaissez. Et quand j'ai commencé à inverser cette question, on a eu, par exemple, des geeks qui me disaient moi, j'ai très peur des foules, donc je sais pas, j'ai pas envie d'aller manifester, mais par contre, c'est très facile pour moi de, sur un ordinateur, vous faire un petit logiciel qui fait que les gens cliquent à un endroit et le député en question reçoit des dizaines de milliers de mails. Bon, et moi, ça me paraissait un peu très bien. Il a réussi à faire ça en vraiment très peu de temps. On a des gens qui me disent, nous, sur un autre sujet, qui disent, on travaille dans le secteur financier, dans les banques, et en fait, on peut vous dire toutes les banques qui financent le projet de pollution contre lequel vous vous battez. Et on peut même vous dire le nom des personnes très importantes. Et vous voyez, ça s'est passé comme ça, c'est de la désobéissance, comme je vous disais, qui est bien plus large que celle qu'on entend ou qu'on voit dans les médias ou qu'on imagine. C'est plutôt, pour moi, un moment où on regarde, on a le courage de la lucidité, on regarde en face, on se regarde en face, on décide d'arrêter de détourner ce regard-là, et c'est la dignité qui s'y joue. C'est vraiment, avant toute chose, une question de dignité. C'est de se dire, voilà, la direction du monde me paraît complètement honteuse. Là, ce qu'on vous raconte sur la dichotomie, le trou, le vide béant entre la beauté de ces images, la beauté des moments que vous avez pu passer dans l'océan, et ce qu'on en fait collectivement, ce qu'on décide collectivement, ça devrait nous révolter. Et donc, comment essayer de réduire ce trou-là ? C'est de refuser, de désobéir, et ça peut être très très puissant. C'est vrai que c'est facile finalement de changer d'aventure. Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais potentiellement me guérir de la drogue dure que j'avale depuis 40 ans, qui est essayer d'aller plus vite que les autres, ou au moins essayer d'aller plus vite que moi-même, essayer d'aller toujours plus. Et on peut y arriver. On peut arriver finalement tous dans nos créneaux d'activité, dans nos métiers, dans nos passions, dans nos hobbies, juste de oser se poser la question, mais pourquoi vous faites et à quel prix pour l'autre, quoi, pourquoi ça vaut le coup. Alors moi, ça m'est arrivé sur la mer pour oser ce ralentissement et grâce à des expéditions comme on le fait avec François ou d'autres, ou de Objectif Plancton, c'est d'aller moi découvrir dans ma baie, la baie
que j'ai parcouru à 8 ou 9 ans, gamin sur un optimiste à 2 ou 3 nœuds, puis à 5, puis à 10, puis à 15, puis à 20, puis à 30, à 35 nœuds, rembobiner dans l'autre sens, ralentir et tremper une sorte d'épuisette dans l'eau, entre guillemets, et aller découvrir ce plancton. Mais c'est Avatar, c'est Disneyland, c'est Star Wars, c'est incroyable. Et je me dis, mais pourquoi si tard et pourquoi maintenant? Mais c'est le bon moment, c'est maintenant. C'est un jeu, c'est un moment qu'on peut partager intergénérationnellement et on découvre quelque chose qu'on n'aurait jamais absolument imaginé. Là depuis 2-3 ans, la sobriété, c'est plus un gros mot. C'était très malvenu d'en parler. Alors c'est pour des raisons qui sont pas forcément très joyeuses. On nous ramène la sobriété, mais quelle aventure formidable de faire une quête vers la sobriété dans nos modes de vie. Dans la nature, c'est la sobriété qui règne. La compétition, mais quelle dépense énergétique absurde en fait. Ça n'existe pas dans le monde du vivant, enfin, ou quasiment pas. Et quelle jolie quête, par exemple, dans un des projets qui sont dans notre base Explore, le Low-Tech Lab. Alors, Low-Tech, ça veut dire... On peut l'interpréter comme basse technologie, donc c'est péjoratif, mais non, c'est trouver tous les systèmes qui nous correspondent à nos besoins et à nos usages. Et donc l'équipe du Low-Tech Lab avait gagné un prix au ministère de l'Environnement, et la subvention, le prix, c'était une subvention ADEME, avec lequel a été construite une petite maison, ce qu'on appelle une tiny house, dans laquelle 2 des ingénieurs du Low-Tech Lab ont passé 1 an, pour le coup, à faire un travail très technique, mais aussi d'acceptabilité d'une autre sorte de confort. Donc avec des notations, qu'elles soient d'un point de vue empreinte environnementale, d'un point de vue financier, d'un point de vue ergonomie et praticité. Et c'était un bonheur de les voir, pour 2 gars qui n'étaient pas des marins, de venir me voir et dire... Bilou, c'est mon surnom, enfin bref. Le matin, on se lève, s'il y a du soleil, on sait qu'on pourra faire la fête, il y aura de la musique le soir parce que les batteries seront pleines. Si les nuages arrivent, on sait qu'on pourra prendre une douche parce que la réserve d'eau sera pleine. Et voilà, et c'est des gens qui sont très normaux, qui ont fait bien plus d'études que moi, qui sont et qui vivent tout à fait normalement. Et il se trouve que dans le même endroit où tout ça se crée, le fonds Explore, les 5 à 6 premières années, franchement, au mieux, tout ça, toute cette troupe ou cette ruche ou cet écosystème, comme on peut l'appeler, était au mieux considéré comme un repère d'aimables babacool, au pire d'ultra-gauchistes. Et que depuis quelques petites années, pour cette sobriété qui maintenant est un mot qui s'emploie, c'est merveilleux d'innovation. Donc, comme quoi les choses, elles peuvent bouger, et moi, c'est vraiment un des motifs que j'ai. L'aventure, elle nous guette au bout du ponton, elle nous guette au bout de la rue, et voilà, tout est à inventer. Donc, il faut crocher dedans. On va... Pardon. Ouais. Se retrouver, se reconnecter, s'engager. On ne peut pas s'engager si on ne sait pas d'abord retrouver. Repensons à qu'est-ce qui vous est essentiel chacun. Qu'est-ce qui vous est essentiel? Si tout d'un coup vous deviez ne garder qu'une seule chose, qu'est-ce qui est essentiel? Évidemment, c'est ce que vous aimez. C'est le temps que vous passez avec eux. C'est ça l'essentiel. Le reste, c'est de la pacotille. Vous ne pouvez vivre que de ces relations-là. Mais vous ne pouvez pas vivre sans ces relations-là. Pour le faire, et j'invite chacun à faire, vous prenez votre smartphone, là, tout de suite. Vous ne le jetez pas, peut-être vous le mettez au recyclage. En tout cas, vous enlevez tous les jeux stupides qui sont dessus et qui vous prennent le temps que vous auriez pu consacrer à votre amoureux, à votre amoureuse, à ceux que vous aimez. Vous prenez la télé, alors pour le coup, shootez-y dedans, amenez-la au recyclage et dites-lui « Ah, tant pis, tu fais partie de ces objets formidables qui ont mal fini. » Et vous allez gagner
2 heures, 3 heures de temps. Et vous allez pouvoir les partager. Des fois, des silences. Vous êtes à table, c'est long, un silence. Arrêtez la musique. Pourquoi vous mettez tout le temps de la musique? Je dis vous, nous. Tout le temps de la musique. Est-ce que c'est pour meubler ce temps vide? Non, le temps vide, il est important. Il fait partie de ces relations. Retrouver ces relations essentielles. Quand on a fait ça, et qu'on n'a plus ni télé ni smartphone avec des jeux idiots, on a tout d'un coup beaucoup de temps pour, comme je le crois fermement, se reconnecter. Vous avez des enfants, des petits-enfants? Allez retourner un caillou. Regardez, il y a des vers de terre, des fourmis. Remettez le caillou sans déranger. Et dites surtout, on va remettre le caillou sans déranger. Quand on s'est reconnecté, alors pour le coup, on a envie de s'engager. Parce que ce qu'on a découvert là de précieux, de vivant, d'extraordinaire, tu parlais du plancton, c'est extraordinaire. Autant que les cachalots, ou les tritons, ou les grenouilles. Qui d'entre vous a regardé la métamorphose d'un tétard en grenouille? Qui a réalisé qu'il était en train de voir ce qui s'est passé sur Terre il y a 420 millions d'années, lorsque pour la première fois dans l'histoire, alors que les terres n'étaient que roches nues sans rien, un poisson a pris des pattes, a perdu sa queue, a pris des poumons et est sorti de l'eau. Il s'appelait Ichthyostega tulerpeton il y a 420 millions d'années. Eh bien, les métamorphoses du tétard en grenouille retracent cette histoire du monde. Vous l'avez sous les yeux, faites-la découvrir. La magie, elle est là. Vincent Munier, qui est un photographe, qui est une belle personne, magnifique, dit toujours « Nous manquons d'émerveillement. Le monde est merveilleux, mais nous avons oublié comment découvrir cet émerveillement. Le jour où on est émerveillé, alors on s'engage. On s'engage petit. Là, tout d'un coup, on sait pourquoi on le fait. On le sait parce qu'on ne veut pas perdre ça. Et on le sait pour qui on le fait. Qui, là aussi, d'entre vous, parents, osera dire à ses enfants « Oh, tu sais, moi j'ai nagé avec les baleines, les cachalots, les requins. Oh, si tu savais, autrefois. Je les ai bouffés. J'ai pas pu... Excuse-moi, oui, c'était comme ça. Ils sont plus là. Mais c'est ce qu'on fait en ce moment. Hein. Pire, nous savons que nous le faisons. Nous savons que nous le faisons. Et je ne veux pas dire non plus, je savais ce qui se passait et je ne me suis pas engagé. Engageons-nous. No choice. Personne ne peut dire « Oh, je ne savais pas !» Se défiler sur la pointe des pieds et puis partir dans les coulisses, là, dans les rideaux. Tout le monde sait. Et nous avons, nous les humains, ce privilège de la liberté. Et aujourd'hui, nous avons la liberté d'écrabouiller le monde ou de tout faire pour essayer de vivre en harmonie avec lui. Et là, encore une fois, c'est notre choix. Nous sommes la seule espèce qui a la liberté de faire ça. Parce que c'est la seule espèce qui sait ce qui se passe. Qui sait l'irréversibilité de la mort, qui sait l'irréversibilité de la destruction de la diversité du vivant. Donc agissons en conscience et soyons enfin à la hauteur de ce que nous revendiquons être, sapiens. Sapiens, oui. Et après ça, encore une fois, engageons-nous pour de bon. Et je raconte l'anecdote en 2004, un plongeur sous-marin de Tahiti vient nous dire « Les Chinois placardent partout, nous recueillons les ailerons de requin, amenez-les sur les bateaux, amenez-les ici, on va vous payer. » Et les Polynésiens, qui jamais n'avaient pêché un requin, c'est pas dans leur culture, ont commencé à pêcher des requins, leur découper les nageoires pour faire du potage. Même pas, c'est pour mettre de la texture dans le potage. Ce plongeur est venu nous voir. À l'époque, Véronique, on était 5 dans l'association. Et les filles, nos 2 petites filles. On s'est emparé du sujet. Impossible
une association à 5, sans budget, rien. On a rassemblé des gens. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, mais on est allé faire du porte-à-porte. On a recueilli des signatures, des soutiens. 3 ans plus tard, après avoir reçu des milliers de lettres qu'avec mon père, on postait toutes les semaines depuis Valence, la petite ville, vous savez, Valence, dans la Drôme. Arrivé sur le gouvernement polynésien qui était à l'époque Temarou, on a obtenu le classement de l'ensemble des espèces de requins comme espèces protégées. Si vous voyez des requins en Polynésie aujourd'hui, c'est probablement grâce à cette petite action de rien du tout. Et comme tu le dis, Camille, on peut faire basculer les choses. Et surtout, il faut y aller. On n'a pas le droit de se défiler. Alors, on va vous laisser la parole à vous. Vous allez des questions peut-être à poser, des choses à dire, des remarques à faire. On vous écoute, ils sont là, ils vous attendent. Il n'y a plus qu'à lever la main. Bonjour, Bonsoir. Ophélie. Alors, je crois qu'il y a mes 3 personnes préférées dans la salle, c'est chouette. Je suis contente d'être là ce soir. Moi, j'avais une question pour Monsieur Sarano. Vous avez dit qu'il y avait possibilité d'avoir une Méditerranée plus riche en 5-10 ans. J'étais un petit peu étonnée. L'ambition est belle. J'avais une question par rapport à la pollution plastique et cet objectif que vous annoncez. C'est très simple. Les 2 réserves marines de Porquerolles et de Cerbère-Banyuls, qui ont de l'une donc 60 ans et 50 ans, sont soumises aujourd'hui aux mêmes pollutions, au même réchauffement climatique, au même surchauffement de cette Méditerranée en surface, aux mêmes pollutions plastiques, exactement, que l'ensemble du reste de la Méditerranée. Plongez dans ces réserves, d'ailleurs, ne prenez même pas de bouteilles, allez-y en masque et tuba, vous allez voir l'exubérance de la vie. Mais réellement, c'est stupéfiant. C'est ça, stupéfiant. Elles sont pourtant soumises, encore une fois, aux mêmes pollutions. Il va falloir lutter contre les pollutions. Il va falloir absolument lutter contre les plastiques. Et nous avons été parmi les premiers avec l'association, il y a 20 ans, à commencer des ramassages de plastique en plongée, des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il y a d'autres problèmes. Et on parlerait des pollutions éternelles, etc., enfin des molécules qui nous empoisonnent. Oui, bien sûr qu'il y a d'autres combats. Mais le premier, c'est la destruction par prélèvement. C'est la destruction parce que je te tue. Je peux être malade de pollution et je suis encore là. Et je peux peut-être me reproduire. Mais je te tue, t'es mort. Et c'est ce que nous faisons. Or, les réserves marines sont constituées d'un ensemble d'espèces. Et surtout, j'insiste là-dessus, ce n'est pas les piquets qui comptent, c'est les liens suffisamment solides pour avoir une diversité et une variété d'individus, et surtout l'ensemble des classes d'âge, qui permettent de résister, à tous ces changements, de les intégrer, même d'intégrer en permanence les espèces qui arrivent en permanence, sans pour autant qu'elles deviennent invasives. Elles nous le démontrent. Quand vous voyez une réserve, quand vous allez à Porquerolles, ce n'est pas la mer du passé que vous regardez. C'est bien celle d'aujourd'hui qui est soumise aux mêmes aléas. C'est elle qui va nous montrer ce que sera la Méditerranée de demain. C'est elle, notre meilleur guide. La vie, elle a 3,5 milliards d'années d'adaptabilité au changement permanent. Les écosystèmes, c'est une dynamique permanente. Oui, ils sont soumis à des bombardements, à tout ce que l'on peut, bombardements entre guillemets, de nos pollutions, de nos agressions. Mais si tout d'un coup, on diminue la pression principale, mais vraiment, pêche de loisirs,
Pêche de loisirs, vous allez dire, oh, j'ai pris une ligne, une girelle. Mais on est des millions à avoir pris la girelle. Chasse sous-marine. Oh oui, mais je choisis mon poisson. Eh bien justement, monsieur, la nature, elle ne choisit pas comme vous. Et vous choisissez les plus gros et vous éliminez l'ensemble des classes d'âge les plus âgés. Là, c'est catastrophique. Chalutage. Pour récupérer une pâquerette, on détruit la forêt. Bref, si on arrête ces prélèvements-là, alors je suis sûr qu'aucun d'entre nous ne viendra un jour parler d'urgence biodiversité. On parlera d'autres questions, j'en suis persuadé. Mais force est de constater que dans tous les dérèglements que nous avons faits, la pêche est le plus terrible, puisque quand on l'arrête, on a ça. Et je voudrais bien offrir ça à mes filles et à ma petite fille Ayaté. Pas d'autres questions, je suis étonnée. Enfin. Si, attendez. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence extrêmement intéressante. C'est vraiment un bonheur de vous avoir ici sur ce thème. Je pense qu'on se sent tous ici concernés par la question. Et une chose qui me semble très importante, c'est de présenter finalement ces animaux marins comme des individus. C'est très rare. En général, on parle de population, on parle de ressources. Et voilà, de pouvoir se mettre à leur place et de considérer que chacun, ce sont des individus, ça me paraîtrait vraiment essentiel. Et donc une question qui me vient, on parle d'arrêter ces prélèvements, en tout cas de trouver de meilleures manières de prélever cette vie marine. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se poser la question de est-ce qu'on ne pourrait tout simplement pas arrêter de prélever cette vie marine et dans ce sens-là, peut-être chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, on aurait un rôle à jouer et on pourrait chaque jour décider quotidiennement de faire ce choix en changeant notre consommation de poissons, etc. Voilà, une question que je laisse ouverte. Merci. Le choix individuel, évidemment. Nous avons le choix avec Véronique et juste derrière vous, avec nos filles, le choix est fait. Il y a des populations qui ne peuvent pas faire ce choix. Il y a vraiment des populations qui dépendent directement de ressources. Là, j'emploie le terme ressources que je n'emploie jamais autrement, de la mer. Elles ont besoin de ce poisson pour vivre. Ce n'est pas notre cas. Il faut savoir qu'en 1960, en France, nous mangions un peu moins de 9 kg de poissons par an et par personne. À l'époque, en Mauritanie, par exemple, ils mangeaient 26 kg de poissons par an et par personne. Aujourd'hui, nous en mangeons 32. L'augmentation a été saisissante. En Mauritanie, ils sont tombés en dessous de 8, parce que nous envoyons nos bateaux piller les ressources dont ils ont besoin. En Mauritanie, ils sont adossés au désert. Ils ont ça comme ressources. Donc il y a vraiment des endroits où les gens dépendent de ce rapport, comme le tigre dépend de la proie qu'il doit manger. Donc, oui, nous qui avons le ventre bien gras, nous qui avons beaucoup, et beaucoup trop quand on y réfléchit, faisons ce choix, et ça va éventuellement faire que nous serons un socle solide, et quand on nous demandera de diminuer encore plus, nous l'accepterons. Le vrai problème, c'est que effectivement, nous ne faisons pas ces premiers choix. Et qu'après, quand on nous impose une mesure, « Ah, mais c'est ma liberté !» truc comme ça. Et la deuxième chose, ce qui vaut pour sa nourriture, la viande. Si on diminue notre consommation de viande, on changerait la forêt amazonienne, parce que c'est pour faire nos beefsteaks qu'on cultive et qu'on déboise. Si nous nous posions la question systématiquement, pour tout ce que nous faisons, est-ce que ce que je fais est durable? Est-ce que c'est équitable? Et que, en conscience, nous décidions de le faire. Et je vais prendre un exemple. Nous allons, avec Véronique, à l'île Maurice pour voir les cachalots et poursuivre notre étude. Nous avons pesé le pour. Est-ce que le voyage à l'île Maurice en avion
bilan carbone, etc., vaut ce que nous ramenons comme connaissance et comme témoignage pour essayer de changer le monde. Nous avons jugé et nous avons réfléchi que c'était bon. On nous a offert un voyage en Antarctique et puis après un voyage aux Seychelles sur un bateau magnifique, tout frais payé, plus payé. Nous avons refusé parce que nous avons considéré que ce voyage offert était plus destructeur pour la planète que ce que nous aurions pu faire en allant là-bas et en convainquant, en discutant avec les 40 voyageurs avec qui nous étions. Je pense qu'à chaque fois, comme tu le fais, Bilou, sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je recycle, qu'est-ce que je fais, si à chaque fois on se posait la question, est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est durable ? Est-ce que si je fais ça, mes enfants vont pouvoir profiter ou même avoir mieux ? Et est-ce que c'est équitable ? Parce que tout à l'heure, Charles évoquait nos amis qui sont sur la rive sud, nos cousins qui sont à l'est, et qui, parce que ce que nous faisons est inéquitable, quittent leur chez eux et tentent de trouver un monde plus juste en venant chez nous, et se noient en Méditerranée. Si nous pensions donc, est-ce que c'est équitable ce que je fais ? Je pense que le monde est changé. Et ça, effectivement, Adam, vous avez raison, c'est un choix personnel. Mais après ça, ça ne doit pas rester personnel. Il faut, si vous êtes prescripteur, vous êtes journaliste, vous avez des amis dans votre métier, soyez contagieux, contagieux, contagieux. Et je pense que à ce moment-là, le socle sera suffisamment solide pour qu'on accepte des limitations qui vont être nécessaires. René Dumont le disait en 1968 quand il s'est présenté, je sais plus, il se présentait aux élections. Je ne sais pas s'il y a les plus anciens d'entre vous qui ont vu René Dumont, un agronome, qui, lorsqu'il s'était présenté aux élections, avait pris une orange, il avait mis une goutte d'eau, il a dit « Voilà, ça c'est l'eau de la planète. Et si nous ne changeons pas nos comportements, nous allons à la catastrophe. » Il l'a dit il y a 50 ans, 60 ans. Ça n'a pas marché parce que personne n'était convaincu. Ils ne savaient pas pourquoi il fallait changer, ni pour qui. Vous changez pour vos enfants. Le changement, il sera altruiste ou il ne sera pas. Il faut arrêter les sushis. Absolument. Mais, alors c'est très sérieux, arrêtez les sushis. Vous savez que pour avoir un thon élevé, il faut 10 kilos minimum, et pour les plus gras, 20 kilos de poisson pour le faire grossir d'1 kilo. Je vous raconte l'histoire, je l'ai vu. Quand on a tourné Océan, je suis allé en Turquie pour filmer ces fermes d'élevage de thon. Les thons sont capturés en Méditerranée, on les emmène dans d'immenses cages, on les traîne jusqu'en Turquie, et là, on va les faire grossir, on va les faire engraisser. On fait venir par avion, des tonnes de maquereaux congelés qui viennent de Mauritanie, qui viennent du Chili, qui viennent de toutes sortes de régions du monde, maquereaux, chinchards et autres poissons, que nous pourrions manger. Non seulement ces poissons sont prélevés à grands frais, attendez, vous avez envoyé un chalutier au large qui a dépensé beaucoup de pétrole, qui va aller prélever, congeler, ramener en avion, et vous allez les donner à manger à des thons. L'aquaculture de poissons carnivores, c'est du grand banditisme. Oui, c'est du grand banditisme. C'est donner de la saucisse pur porc aux cochons. On n'a pas le droit de faire ça aujourd'hui. On n'a pas le droit. Donc arrêtez les sushis. On vous écoute. Moi, j'avais une question pour Roland Jourdain. Excusez-moi, j'ai une laryngite. C'était la polémique qu'il y a eu actuellement sur la collision entre les cétacés et les voiliers de la course au large, et en particulier sur l'Arkea Ultimate Challenge et l'histoire de Tom Laperche, et puis toutes les collisions qu'il y a eu dans toutes les courses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, c'est signe des temps aussi. Il y a polémique parce qu'il y a communication. Alors, en l'occurrence,
erreur de communication, à mon sens, parce que donc c'était dans cette descente de l'Atlantique, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc il y a un des concurrents qui était en tête de la course. Les bateaux sont des très grands bateaux, c'est des trimarans de 32 mètres de long par 23 mètres de long, c'est les bateaux les plus rapides du monde. Donc ils vont très vite, c'est des bateaux qui volent, et c'est des bateaux que, en l'occurrence, que les grands cétacés, ou les petits d'ailleurs, ou les requins, enfin tous les habitants qui passent par la surface, ils ne les entendent pas venir. Bon, l'affaire a été reprise justement parce qu'on est aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux et de la rapidité de tout ça, y compris par Sea Shepherd, hein, d'ailleurs, parce qu'à bord, alors le skipper est en solitaire. Effectivement, il ne peut pas voir s'il tape une bille de bois, un container ou un animal, ça c'est légitime. Après, on peut assez rapidement effectivement se dire oui, que dans ces endroits-là, il y a quand même beaucoup de chance. Avouer la faute, bon, c'est une autre question, il n'y a qu'après expertise, en voyant vraiment les pièces. Bon, moi j'en parlais cet après-midi lors de notre première conférence. C'est vrai que moi, en 2009, dans mon 3e Vendée Globe, en remontant près des îles Malouines, j'ai heurté à assez grande vitesse, à 20 nœuds, un grand mammifère, hein, qui s'est avéré après que j'ai ramené à François le portrait robot, malheureusement, de l'animal, qui était un grand rorqual. Alors, c'était une demi-consolation dans vraiment cette grande tristesse, c'est qu'il n'est pas en voie d'extinction. Mais bon, j'allais vite avec mon bateau, je dormais, et heureusement pour moi d'ailleurs, parce que le choc a vraiment été fort. Bon, l'accident arrive, le risque de zéro n'existera malheureusement jamais, mais se repose au travers de tout ça la légitimité ou pas, maintenant qu'on a la connaissance et qu'on a l'urgence devant nous de tout ce monde qui s'est transformé. Peut-on encore accepter d'aller très vite sur l'océan pour rigoler, pour s'amuser, pour la compétition, pour vivre, pour gagner sa vie, pour se dépasser, enfin pour toutes les raisons qui ont poussé les marins à aller de plus en plus vite. À mon sens, effectivement, aujourd'hui, il est temps de réfléchir à un ralentissement, et s'il peut être concret, il sera aussi très symbolique, parce que accepter de ralentir dans un monde sportif et de compétition, ça serait un beau message pour un tas de secteurs. Donc c'est vraiment quelque chose moi qui me tient à cœur. Je pense que au travers de tout ce moment de transition, de grumeaux, de tout ce qui se trame, la course au large, comme d'autres sports, est sur un pied bancal, parce que le modèle économique de la course au large, c'est le sponsoring, donc c'est le financement des entreprises pour retirer de l'image de tout ça, ce qu'on a tous, ma génération et un peu celle d'avant aussi, contribué à faire. On est des enfants, on est des bébés tapis, hein, comme je me le dis souvent, mais cette notion du marketing, etc., on l'a béni, et cet argent qui a été mis dans ce milieu-là a effectivement permis de faire de grands progrès sur certains domaines, qui peuvent être reportables en partie sur la décarbonation du trafic maritime de demain, ce qui n'est pas inintéressant. On peut critiquer aussi un emballement. Aujourd'hui, les bateaux volent, ils ont ce qu'on appelle ces foils-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la chose à la mode. Archimède a pris sa retraite, et si à 50 ans, tu n'as pas ton foil, tu as raté ta vie, quoi. Enfin, la mode est là. Mais pourquoi, en fait, quel est le sens de tout ça? C'est ce qui nous a réunis ce soir ici, hein, c'est de se poser les questions. En a-t-on besoin pour rêver? Quel récit on veut raconter demain? Est-ce que la course au large a besoin de cette accélération pour continuer à vivre? On a eu l'exemple très concret, ça fait 4 ans au Vendée Globe passé, c'est en 2020. Un Vendée Globe de tous les superlatifs, il n'y avait jamais eu autant de bateaux neufs sur le départ, sur l'eau, il n'y a jamais eu tant de bagarres sportives, des changements de leader, des scénarios à la Spielberg, enfin un résultat médiatique énorme, donc des sponsors heureux, des coureurs heureux, tout était en plus. Il y a eu une seule chose en moins, c'est la vitesse. On est revenu aux vitesses de 12 ans en arrière, en 2008. On avait devant nous vraiment la preuve concrète, il n'y a aucune corrélation entre l'accélération et la vitesse et le succès d'une épreuve. Et personne n'a pu en tirer la leçon, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est embarqué dans un système, dans un monde où on a des équipes hyper
hyper performantes, hyper compétentes, et on manque d'ingénierie environnementale, comme je disais tout à l'heure. C'est que combien ça coûte tout ça, on faudrait commencer à y faire gaffe. Et quelque part, on manque d'ingénierie de la philosophie, de se reposer. Attendez, mais vous voyez bien qu'on serait tous aussi heureux et ça coûterait moins cher qu'on aille moins vite. Donc voilà, tout ça, quel sera l'avenir de la course large? Je pense qu'elle a vraiment besoin de se réinventer. Elle aurait l'occasion d'être pionnière, en tout cas dans le sport de haut niveau, à raconter une autre histoire, en corrélation vraiment entre les réalités de la planète. De pourquoi pousser la limite de nos projets sur une planète qui a dépassé les limites de ce qu'elle peut nous offrir, et qu'on est les premiers finalement en course au large à se rendre compte de ça. On n'a pas arrêté de la faire se diminuer par notre vitesse. Alors laissons-la se réagrandir en ralentissant. Je parle du Vendée Globe 2020, il faut que j'y ai participé, et je dis, je ne sais pas s'il y a un micro ou pas, mais tant pis. Je dis 80 jours en 2020, et c'est le Vendée Globe des plus grands superlatifs. Mais il n'empêche que malgré ce ralentissement, 80 jours par rapport au record de 74 jours, donc on est allé beaucoup moins vite, il se trouve qu'il y a quand même une explosion de bateaux neufs pour le Vendée Globe 2024. Donc on n'a pas compris. Ah non, on n'a rien compris. On est bien d'accord, pardon. Oui, on n'a pas encore compris tout ça. Mais ce dont je parle là, l'avenir le dira. J'espère que le sapiens sera sapiens. Et je pense que dans un monde aujourd'hui qui bouge et que justement on est tous embarqués dans le monde de la course au large sur des bateaux qui sont sponsorisés par des entreprises qui ont une relation avec le monde de leurs employés, le monde de leurs clients, le monde de leurs fournisseurs, le monde extérieur. Voilà, je pense que les futurs modèles économiques de tout notre système dépendent de cette biodiversité qui nous est, dont on évoque les beautés ce soir, et on est à la veille de bouleversements. En tous les cas, moi je pense qu'il y a plus de sens à financer des missions qui nous émerveillent autour de ce vivant au sens large. La notion de compétition peut, pour moi, dans ce monde de l'urgence, peut réellement être remise en question. Non pas la question du sport et non pas la question de la relation à son bien-être, à s'éclater, que ce soit sur l'eau, sur terre ou ailleurs, mais la notion de compétition même avec tous ces extrêmes. Effectivement, pour parler du Vendée Globe 2024, on a ce souci dans la course au large qui est le même souci dans d'autres domaines qui vont très bien, c'est que non seulement l'impact environnemental de nos activités augmente, puisque le bilan carbone de notre bateau ça fait 14 ans maintenant, comparé à un bateau ça fait 4 ans, le bateau américain, on est multiplié par 2 pour un bateau. Donc ça fait beaucoup sans faire beaucoup, parce qu'il n'y a pas de milliers de bateaux de course non plus, mais c'est pour dire qu'on est sur une courbe exponentielle, et on est victime malheureusement de l'effet rebond du succès de notre sport, qui fait qu'on construit de plus en plus de bateaux. Donc on n'est pas sur la bonne pente, et on ne sait pas encore exactement comment elle va varier. Si individuellement, et c'est bien... C'est intéressant ce qui nous réunit ce soir, c'est individuellement, il y a des prises de conscience, les questions se posent, mais beaucoup de milieux ne sont pas mûrs pour mettre les choses collectivement autour de la table, et ce côté libération de la parole, il est vraiment intéressant. Ce soir, on est tous ensemble, c'est super. Malheureusement, je pense qu'on est encore ensemble dans un milieu de convaincus, on y croit tous, et je pense que si on a une tâche à effectuer en sortant d'ici, c'est de se donner la mission d'aller en convaincre un autre qui n'est pas venu ce soir parce qu'il avait la flemme ou qu'il avait autre chose à faire. Et c'est comme ça qu'on avancera. Oui, il me semblait. Voilà, il y a encore on prend une question et puis après, malheureusement, on va devoir. Merci pour ce. Bonsoir, pardon. Alors, je vais poser la dernière question.
Voilà, déjà merci d'être là. J'ai été sensible à ce que me disait Monsieur Sarano sur le fait qu'il fallait connaître ce qu'on voulait protéger, ou en tout cas il fallait pouvoir connaître les choses pour protéger. Et donc pour protéger quelque chose, il faut d'abord s'opposer à ce qui le met en péril. Je voudrais que vous me répondiez tous les trois sur ce qui vous paraît être le paradigme, la croyance, l'idéologie, le concept qui finalement pose le problème sur les dangers que vous avez tous évoqués ce soir, puisqu'il me semble important de connaître ce dont on doit combattre tout simplement. C'est de considérer les autres comme une ressource et de ne voir en eux, au mieux, que des encombrants que l'on doit protéger quand on peut le faire. Tant qu'on considérera les autres vivants comme à notre service, ressources pour manger, ressources pour nous faire plaisir, on voit sauter des dauphins ou les étudier, tant qu'on ne les considérera pas et qu'on ne leur donnera pas une voix, entre guillemets, dans les négociations qui nous permettent de gérer notre bien commun à tous, les humains et les non-humains, on ne changera pas. On ne changera pas, on pourra prendre toutes les mesures qu'on veut, on le voit, chaque fois qu'on essaye d'avancer un petit peu, on fait 15 pas en arrière sur les pesticides, sur les ceci. C'est toujours le vivant, les autres, qui sont la valeur d'ajustement, parce qu'on les considère comme justement rien. C'est juste de la ressource. Il faut passer, et je crois que madame, vous le disiez tout à l'heure, à se rendre compte que chaque créature vivante est singulière. Le travail que nous faisons avec les cachalots nous a amené à découvrir ça. En plongeant des années et des années avec la même famille, nous découvrons que chacun a une personnalité, un monde propre. Nous avons passé 10 ans pour le découvrir. Si nous passions 10 ans avec chaque population, chaque espèce vivante autour de nous, nous découvririons la même chose. Chacun a un monde propre, a une personnalité et pourrait être nommé. Pierre, Paul, François, Julie, pourrait être nommé. Le jour où on nomme, à ce moment-là, ça change. Mais aujourd'hui, c'est rien. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de ce rien. Il faut donner une voix, il faut donner existence à l'étoile de mer. C'est notre campagne avec Longitude 181. Donner un droit d'existence à l'étoile de mer. Et le monde va changer. On va faire peut-être une toute dernière question. Et après, on arrêtera. Bonsoir, merci à tous les trois d'être venus, merci pour cette soirée. Moi j'avais une question pour Camille par rapport aux fonds marins en Arctique. Du coup, exploration, exploitation, moi je suis novice de ce côté-là, je pense que je ne dois pas être la seule. Du coup, il en est où ce combat aujourd'hui ? Alors, rapidement, donc, je parlais de l'exploitation minière des fonds marins. Il y a les eaux internationales. Donc là, les négociations sont encore en cours. D'ailleurs, ça reprend dans quelques jours à Kingston. Et donc là, c'est les États qui se mettent d'accord. Il faut juste comprendre rapidement, je ne vous fais pas un tunnel de droit de la mer, mais il y a quand même cette chose folle, c'est qu'à partir du moment où l'industrie, il y avait cette fameuse loi des 2 ans, que nos gouvernements n'avaient pas tout à fait compris, mais c'est qu'à partir du moment où on appuie sur ce bouton, et que donc, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise, en l'occurrence c'était TMC, de Metal Company, des Canadiens, qui décident de dire « nous, on a envie d'éliminer », et bien tous les États, donc tous les régulateurs qui sont dans cette fameuse négociation de l'ONU qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, dans laquelle, je vous rappelle, c'est vraiment le loup qui garde la bergerie, puisqu'il y a des géants de l'industrie elles-mêmes qui sont amenés à participer à ceux qui prennent les décisions, et bien ces gens-là ont seulement 2 ans pour mettre en place ce qu'ils appellent un code minier, c'est-à-dire des bonnes pratiques pour aller défoncer le fond de l'océan. Donc c'est dans le titre que ça ne peut pas exister. Donc ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de bonnes pratiques de tuer quelqu'un. Et donc en l'occurrence, il faut mettre un minima un moratoire, c'est-à-dire pendant au moins 10 ans, on ne touche pas ce qu'on a fait en Antarctique. Et puis dans l'idéal, c'est d'arrêter tout simplement, parce que plus on découvre, plus on se rend compte que c'est l'enfer.
Donc dans les eaux internationales, ça avance dans la bonne direction. Mais comme je vous disais, rien n'est jamais acquis. Ils profitent du fait qu'on puisse détourner la tête, qu'ils aient des lobbyistes bien mieux payés que nous, avec beaucoup plus de moyens, et que donc ils puissent envoyer beaucoup plus de gens, passer beaucoup plus de temps dans les parlements du couloir européen, dans ces endroits. Donc ça, c'est difficile, parce que c'est jamais acquis tant qu'on est sûr qu'aucun bateau ne part. Mais c'est en de bonne direction. Il y a de plus en plus de pays qui rejoignent le moratoire, 24 à ce jour. Et ce qu'on a découvert il y a un peu plus de 6 mois, c'est nos amis norvégiens qui nous disent là, notre gouvernement a décidé de faire la même chose, mais sur nos eaux territoriales. C'est-à-dire qui est totalement en dehors de la compétence de la sphère internationale. Il y a des débats pour savoir du traité du Svalbard, pour voir qui décide ou pas, mais c'est pas le sujet. Tout ce qui se passe là, c'est que donc le gouvernement norvégien décide d'aller commencer l'exploitation minière des fonds marins dans cette zone incroyable qui est l'Arctique, qui est l'océan Arctique, qui est l'endroit au monde où le dérèglement climatique est le plus rapide. C'est fou, c'est un endroit qui est sublime et dont on dépend littéralement. Et donc c'est là qu'ils ont décidé d'ouvrir potentiellement l'exploitation minière des fonds marins. Donc il y a un an, il y a un peu moins d'1 an, elles nous préviennent de ça. Donc on essaie de tout mettre en état de bataille avec les activistes norvégiens et on réussit à sauver, vraiment juste à gagner du temps. Tout ce qu'on a fait, c'est gagner du temps. C'est donc faire en sorte qu'ils autorisent seulement l'exploration minière des fonds marins. Mais ce n'est pas de l'exploration pour découvrir des nouveaux cachalots et de nouvelles espèces. C'est l'exploration minière, c'est-à-dire qu'on va aller voir combien on va pouvoir gagner. Elle sert uniquement à ça. La seule chose qu'on a gagnée, c'est du temps, potentiellement plusieurs dizaines d'années, et aussi la garantie que pour que cette exploration se transforme en exploitation, donc pour concrètement qu'on commence réellement, eh bien, il faudra un nouveau vote. C'est-à-dire que ça doit être une nouvelle décision. Ça peut paraître anecdotique, mais la société, c'est toujours différent de faire l'activisme dans divers pays parce que c'est pas la même culture. Et en l'occurrence, en Norvège, ils ont beaucoup moins cette culture du conflit qu'en France. On est les révolutionnaires pour eux. Ça fait beaucoup rire. Ils sont là, mais vous êtes tout le temps en train de protester. Et en fait, ils ont plutôt une grande confiance dans leurs décideurs. Et vraiment, ça se mesure quand on va en Norvège. Et donc là, le fait de voir que la population, on a même eu des joueurs de foot qui sont venus à notre manifestation, enfin c'était fou, qui se sont dit, on nous refuse que la Norvège soit le pays de la honte, soit les premiers à ouvrir cette boîte de Pandore. Parce que s'ils commencent à le faire, on savait qu'ensuite tous les autres allaient dire, bah eux ils le font, moi aussi je veux mes fonds marins, et moi aussi je veux les miens qu'on aille chercher au fond. Et donc ils se mettaient dans une logique où on perdait tout. Et ce qui a été très puissant, c'est que ces décideurs-là, qui n'ont vraiment pas l'habitude d'être embêtés, qui ont l'habitude d'œuvrer beaucoup dans l'impunité, ont commencé à sentir quelque chose de très fort. Et j'ai bon espoir, là, si on continue, si on maintient vraiment la pression, on a des actions qui arrivent dans quelques mois, de faire en sorte que le prochain gouvernement norvégien décide de rejoindre le moratoire. Donc on va encore vous embêter pour venir faire des actions. Mais vraiment, ça marche. Ne doutez jamais que la fois où vous vous déplacez ce samedi, vous n'avez pas très envie de venir et puis que vous venez finalement. Ce moment où vous participez à une petite action, même parfois en ligne ou parfois juste faire un don à là, en l'occurrence, à SOS Méditerranée qui est dans la salle. En fait, ne doutez jamais que même si ça a l'air insignifiant, ou même une pétition, les pétitions, ça paraît vraiment insignifiant, mais quand on arrive dans des négociations, si on représente nous-mêmes, on n'a aucun poids. Si on dit, là, pour la Norvège, on a eu 500 000 personnes, oui c'est ça, c'est énorme, c'est un demi-million de personnes qui ont signé, c'était plus que les Norvégiens pratiquement, qui ont signé pour dire on refuse que la Norvège commence l'exploitation minière des fonds marins. On a imprimé symboliquement tous les noms, on a remis ça dans les mains des membres du gouvernement qui étaient descendus nous voir sur la place, et je peux vous dire qu'on sentait bien qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a cette chose qui se passe, qui est jamais assez, mais qui, à un moment donné, comme ça nous échappe, il y a cette bascule qu'on n'avait pas prévue, qui nous paraît folle, et où David gagne contre Goliath. Donc on vous tiendra au courant. Merci Camille, merci à tous.
Merci à vous d'être venus. Merci de votre attention. Je vous rappelle que Passion Bleue, ça dure jusqu'au 29 mars avec pas mal de rendez-vous. Il y aura des projections, il y aura du théâtre, il y aura des rencontres. Il y a notamment demain soir une autre table ronde sur les secrets des abysses. Jeudi, il y aura une conférence sur les génies des mers pour écouter la vie sous l'eau notamment. Il y aura aussi une rencontre avec Sylvain Tesson qui viendra présenter son dernier livre. Vous avez tout le programme sur le site internet châteauvallonliberté.fr. N'hésitez pas à venir à ces rendez-vous et merci encore.